Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode, son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. J'espère que vous allez bien et que ces derniers jours se sont bien passés pour vous, que vous soyez en vacances ou de retour au travail. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode assez spécial, mais qui risque d'être l'un de mes préférés parce qu'on va parler des petites anecdotes insolites ou peu connues sur le milieu de la mode. C'est une chose que j'adore faire au quotidien, alors quel plaisir de le faire auprès de vous ici finalement. Allez, c'est parti, voici 7 faits mode parfaits pour briller en société. On va commencer avec une anecdote insolite que j'adore, car quand je l'ai appris, je me suis vraiment dit « Waouh, le destin ». Tout commence en 1954. Ouais, ça date un peu. Yves Saint Laurent, qui habitait alors à Oran, en Algérie, emménage pour la première fois à Paris. Il n'est pas du tout connu du grand public, il a 17-18 ans, et pendant ses études à la Chambre syndicale de la couture, il décide de participer au concours annuel du secrétariat international de la laine. On dirait pas comme ça, mais à l'époque c'était vraiment un concours de mode hyper important, avec un jury composé de couturiers très célèbres comme Hubert de Givenchy ou Christian Dior par exemple. Je vous laisse imaginer, à côté mon Oralès mode, c'était rien du tout. Et dans ce concours, il y a plusieurs créateurs de mode qui candidatent dans plusieurs catégories différentes. T'as une catégorie robe, une catégorie manteau, une catégorie de tailleur, et donc chaque créateur de mode envoie ses dessins de manière anonyme, et le jury ultra select attribue les prix. Sauf qu'Yves Saint Laurent n'est pas le seul à concourir cette année-là. Non. Un jeune homme allemand, âgé de 21 ans à l'époque et inconnu du grand public, tente lui aussi sa chance. Ce jeune homme, c'est Karl Lagerfeld. Et vous voulez savoir ce qui est fou? Enfin, perso, je trouve ça fou. C'est qu'alors que personne ne les connaît, que les dessins sont anonymes et que leur carrière n'en est qu'à ses débuts, finalement, Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld, cette année-là, vont tous les deux recevoir le premier prix du concours. Yves Saint Laurent, le premier prix dans la catégorie robe, et Karl Lagerfeld dans la catégorie manteau. Et c'était du coup le début de leur amitié, rivalité, mais aussi de leur carrière finalement de talent brut. Je trouve ça incroyable. On revient dans un décor plus actuel pour évoquer l'un des couturiers stars du milieu de la mode actuellement. J'ai nommé Simon Porte Jacquemus. Jacquemus aujourd'hui, c'est devenu littéralement l'une des marques les plus désirées au monde. Mais si on fouille pas trop son histoire, on sait pas toujours comment Simon Porte Jacquemus a réussi à s'imposer à un si haut niveau dans le milieu de la mode. Et en vrai, c'est en grande partie évidemment grâce à son talent, mais aussi grâce à son audace. Hop, voyage dans le passé, direction l'année 2011. Pas grand monde ne connaît encore Jacquemus. Simon a 21 ans, il crée sa 3e collection. Il a pas d'argent pour faire connaître sa marque, mais il a des idées et de la ressource. Et surtout, beaucoup de culot. Nous sommes, comme je vous le disais, en 2011 et Simon Porte Jacquemus va profiter de la Vogue Fashion Night, un événement qui avait lieu cette année-là sur l'avenue Montaigne, pour se faire remarquer. Alors que tout le gratin mode s'est réuni sur la célèbre avenue, il débarque avec une dizaine de mannequins, toutes vêtues de ses créations et toutes des amies. Notamment, il y avait dans le lot Jeanne Damas, qu'il avait rencontrée sur internet et qui est aujourd'hui devenue quand même une icône mode et qui a aussi sa propre marque de mode. Bref, gratuitement, elles ont toutes défilé sur l'avenue Montaigne avec des banderoles sur lesquelles était noté Jacquemus en grève et que Simon a fait tenir grâce à des tringles à rideaux à 11,90 €. Tout ça est véridique, je vous promets. C'était une manifestation, en fait il voulait créer une manifestation d'ouvrières en colère et il a fait du coup irruption dans la Vogue Fashion Night. Donc Simon était la tête de file et derrière lui il y avait ces mannequins qui criaient la mode, la mode, la mode, ouvrière en couleur. Et ça, c'est pas du tout passé inaperçu auprès des médias français ou étrangers qui ont été plusieurs à l'interviewer toute la soirée. Et quelques minutes après finalement le début de la manifestation, c'est la papesse de la mode française de l'époque qui est arrivée sur l'avenue, Emmanuelle Alt, rédactrice en chef de Vogue France à l'époque. Et évidemment, Simon Porte Jacquemus allait clairement pas passé à côté de cette opportunité. Il l'a interpellée alors qu'elle était à côté de Mademoiselle Agnès, une chroniqueuse mode très connue, et il lui a tout dit. À l'époque, il avait une parution dans le Vogue Italie, donc il lui a dit, il a expliqué qu'il était revendu déjà dans quelques grands magasins. Bref, vraiment, il a vendu sa marque
à la rédactrice en chef de Vogue, of course, et à la fin, il lui a dit « Emmanuel, on se serre la main devant les caméras ?» Évidemment, elle a accepté et 1 an plus tard, en 2012, il était invité à défiler pendant la Fashion Week de Paris. Voilà, aujourd'hui il a une boutique sur l'avenue Montaigne et on parle quasiment de lui à chaque épisode des actualités mode. Si vous suivez, vous savez, parce que c'est vraiment un petit génie du marketing qui ne cesse justement de faire des grosses actions de communication comme ça. Maintenant, on va parler d'un autre couturier star, Christian Dior. Vous le savez peut-être, Christian Dior est né à Granville, en Normandie, en 1905. On le connaît tous comme étant un très grand couturier, pourtant la maison Dior n'est absolument pas la première entreprise qu'il a créée dans sa vie. Je vous explique. En fait, il est arrivé à Paris avec sa famille en 1910 et dans les années 20, forcément, c'était vraiment un âge d'or pour la capitale. Il y a un tas d'artistes qui se sont rassemblés et Christian Dior est devenu l'ami de Jean Cocteau, de Max Jacob. Il découvre le surréalisme, les expositions, les musées. À l'époque, il est étudiant à Sciences Po et il en sort à 23 ans sans trop savoir quoi faire de sa vie. Mais fort de toutes ces années à aimer l'art, à côtoyer des artistes, il décide de s'associer à Jacques Bonjean, un marchand d'art et collectionneur, pour ouvrir une galerie d'art. Un projet entièrement financé par le père de Christian Dior qui a accepté de lui apporter les fonds à condition que le nom Dior n'apparaisse pas sur la devanture de la galerie d'art parce que pour eux, c'était pas assez prestigieux et être galeriste, c'était pas une activité assez convenable. Il ouvre donc cette galerie en 1928 avec Jacques Bonjean dans un petit espace situé rue de la Boétie et grâce à tout le réseau qu'il s'était fait ces dernières années, sa galerie accueille les œuvres d'artistes majeurs de l'époque comme Picasso, Braque, Matisse, vraiment hyper stylé. Avec Jacques Bonjean, ils ont même exposé pour la première fois en France le tableau La persistance de la mémoire, aussi appelé Les montres molles de Salvador Dali. Mais vous allez me dire, ok, mais il s'est passé quoi avec sa galerie puisque il a fait Christian Dior, quoi, la maison de couture. Et en fait, tout a basculé en 1929, l'année du krach boursier. Parce que même si ça n'a pas forcément eu des conséquences directes au départ, forcément quelques mois plus tard, ça a commencé à mal se passer côté finance pour la galerie. En plus, en 1930, le père de Christian Dior, il a perdu toute sa fortune, il a dû liquider tous ses biens. Donc si Christian Dior, de son côté, il a continué son activité dans l'art en exposant des artistes surréalistes et abstraits pendant plusieurs mois, il a finalement été rattrapé lui aussi par les finances en 1934. Seulement quelques années après le lancement de sa toute première activité, Christian Dior fait face à la crise et au manque de clients et il est forcé de fermer sa galerie d'art et de se séparer des œuvres qu'il possédait. Et c'est à partir de là qu'il a décidé de se lancer dans l'illustration de mode et la suite, vous la connaissez. Hop, on revient dans le présent avec une marque de souliers absolument mythique créée par un autre Christian Louboutin. Et oui, vous savez, les escarpins à l'iconique semelle rouge, clairement, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Alors par contre, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà cette anecdote, mais je peux pas passer à côté parce qu'elle est vraiment cool pour celles et ceux qui ne le savent pas. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi la semelle Louboutin était rouge? Allez, on reprend les bases. Christian Louboutin crée sa marque en 1991. Il a alors 27 ans. Il crée ses modèles dans un petit atelier parisien, entouré d'une petite équipe, et notamment d'une assistante. C'est important pour la suite. Et en fait, en 1992, il regarde l'un de ses derniers prototypes et il en est pas satisfait. Pour celles et ceux qui savent pas, un prototype, c'est en gros le premier exemplaire d'un modèle qui ensuite, une fois qu'il est validé, il va être fabriqué en série. C'est vraiment le modèle, on va se dire, ok, ça c'est la base pour lancer la production du modèle en série. Et là, il s'agissait d'un prototype du modèle pensé, pour être exact. Et en fait, c'est pas qu'il aime pas la forme, mais c'est vrai qu'il trouve que la semelle noire, ça manque de charme, bref, il manque un truc. Et il trouve même que ça alourdit un peu la ligne de son dessin d'origine en fait. Et alors qu'il était en train de penser à une solution pour régler ça, il a levé les yeux et il a vu son assistante qui était en train de se vernir les ongles avec un vernis rouge vif. Et là, hop, révélation dans l'esprit de Christian Louboutin, il a pris le flacon de vernis et il a peint toute la semelle de son prototype. Ce qu'il appelle aujourd'hui un heureux accident. Ça a tout changé à son modèle, mais surtout à sa marque, parce que depuis ce jour, toutes les paires Louboutin ont une semelle rouge. Et pourtant, dans les années 90, en France surtout, les femmes, elles s'habillaient surtout en noir et elles aimaient pas trop porter des couleurs. Du coup, Christian Louboutin, il avait expliqué qu'il avait pensé que si on n'aimait pas les couleurs, on porte pas de vert, ok, mais on porte quand même du rouge sur les ongles, sur les lèvres, donc la semelle rouge, il a décidé de la garder. Et voilà pourquoi la semelle des souliers Louboutin est rouge. C'est marrant, non ? Maintenant, on va parler d'un drama entre deux icônes de l'histoire de mode, Elsa Schiaparelli et Coco Chanel. Les amis, les deux
se détestaient. Mais non sans admiration quand même, je pense. Bref, contexte. Chanel était déjà bien installée dans le milieu de la mode quand Elsa Schiaparelli est arrivée. Et je pense qu'elle a pas trop vu venir le succès de Schiaparelli d'après tout ce que j'ai lu, mais direct, Coco Chanel a été hyper hostile envers elle et elle l'appelait même l'italienne, au lieu de l'appeler par son prénom genre. Et il faut dire que les deux sont diamétralement opposés. Dès leur naissance en fait, elles ont été opposées. Elsa Schiaparelli, elle est née dans un milieu très bourgeois, aristocrate. Coco Chanel, elle a passé toute son enfance dans un orphelinat. Et même dans le style, elles avaient rien à voir. Chanel faisait un style confortable, aux lignes droites et qui permettait aux femmes une liberté de mouvement, tandis que Schiaparelli, c'était vraiment un style très exubérant. Ses pièces, c'était des œuvres d'art, quoi, limite. Et alors que Coco Chanel était très connue dans le milieu de la mode, Elsa Schiaparelli, elle va vraiment prendre le devant de la scène pendant une période en utilisant des matières que Coco Chanel utilisait déjà aussi beaucoup, la maille et le tricot. Elles vont toutes les deux aussi beaucoup travailler avec les mêmes artistes de l'époque. Et ça va créer une vraie rivalité entre les deux, à tel point que cette rivalité, elle sera même commentée par la presse de mode. Il y aura des articles sur la rivalité entre Coco Chanel et Schiaparelli. Et en plus, Schiaparelli va avoir aussi beaucoup de succès outre-Atlantique, en plus d'en avoir en France, en collaborant avec des figures phares d'Hollywood et en étant la première femme créatrice de mode à apparaître en couverture du Time, un magazine américain ultra suivi. Et en fait, la présence d'Elsa Schiaparelli à un si haut niveau dans la mode internationale, ça va vraiment un peu énerver Chanel. Pour elle, Elsa Schiaparelli, de toute façon, elle n'habillait pas les femmes, elle les déguisait. Tout ça, je vous le dis, c'est ce que j'ai lu dans les livres de mode, dans les interviews d'historiens de mode. Et cette rivalité, en fait, elle n'était pas nourrie que par Coco Chanel, faut avouer. Elsa Schiaparelli, elle aussi, va vouloir s'imposer face à Chanel. Et même quand elle a emménagé les bureaux de Schiaparelli place Vendôme, à 2 pas du coup de la maison de couture Chanel, elle aurait même crié que Chanel était finie. Cette rivalité, c'était un peu le feuilleton mode de l'époque et elle va durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. À cette période-là, Coco Chanel va fermer sa maison. Schiaparelli aura continué, mais elle va finalement la fermer quelques années après la fin de la guerre, car elle se sentait plus en phase avec son époque. Donc c'est un peu à ce moment-là, au moment de la Seconde Guerre mondiale, que cette rivalité a pris fin, même si je pense que dans leur esprit, elle s'est jamais vraiment terminée. Pour ce nouveau fait sur la mode parfait pour briller en société, on va rester dans le thème Schiaparelli, mais cette fois, on va aborder sa relation avec les artistes. Schiaparelli et les artistes surréalistes de son époque sont littéralement indissociables. Schiaparelli et Dali, c'était les besties mode de l'époque. Ils ont beaucoup travaillé ensemble, à tel point que Salvador Dali, il fait aujourd'hui limite partie de l'héritage de la maison, quoi. Leur collaboration, ça a donné des créations hyper originales, surréalistes finalement, comme le chapeau chaussure créé en 1937. Et il y a une de leurs pièces, figurez-vous, qui a créé un mini scandale. Cette pièce s'appelle la robe Omar. La robe Omar, c'est la pièce la plus célèbre finalement de la collaboration entre Schiaparelli et Salvador Dali. Si vous ne voyez pas à quoi elle ressemble, je vous la décris. C'est une robe de plage, issue de la collection Schiaparelli Haute Couture été 1937. Une robe en organdie blanc sur laquelle est apposé un motif représentant un homard parsemé d'un brin de persil. Il paraîtrait même que Salvador Dali aurait voulu ajouter de la mayonnaise sur la robe et que ça a provoqué une petite dispute entre lui et Elsa Schiaparelli parce qu'évidemment, elle voulait pas mettre de la mayonnaise sur sa robe. Et en fait, elle a fait un scandale, cette robe, parce qu'elle a été choisie par Wallis Simpson pour faire partie de son trousseau constitué de 18 modèles qu'Elsa Schiaparelli avait imaginé pour elle pour son mariage avec le duc de Windsor. Et la future duchesse a fait scandale en portant cette robe, notamment dans des clichés qui sont parus dans Vogue, parce que le placement du homard, il conférait aux vêtements une charge érotique. Donc s'il y a bien une robe Schiaparelli à connaître de sa collaboration avec Dali, c'est celle-ci, la robe homard. C'est le logo le plus reconnaissable au monde, pourtant on ne connaît pas forcément son histoire. Ce logo, c'est le crocodile Lacoste. Pourquoi est-ce que Lacoste a choisi un crocodile comme emblème pour sa marque ? Eh bien, c'est lié directement à l'histoire de René Lacoste, son fondateur. Déjà, René Lacoste, il est pas du tout dans le monde de la mode à l'origine, il est juste, c'est déjà très bien, champion de tennis. Donc, il multipliait les championnats, il est connu dans le monde entier, mais il est champion de tennis. Par contre, c'est vraiment un inventeur. Il adore inventer des choses, c'est son truc. C'est lui notamment qui a inventé la machine à envoyer des balles de tennis, vous savez, pour s'entraîner tout seul. Ça, c'est lui. Et d'ailleurs, pour le contexte, le polo Lacoste, il l'a inventé pour lui à l'origine, pas forcément pour en faire une marque. Il voulait juste un vêtement qui lui permettait d'être à l'aise et
confortable pour jouer au tennis. Revenons-en au crocodile. Tout commence en 1925. René Lacoste est à Boston pour le tennis toujours, avec d'autres joueurs de l'équipe de France. Et il s'apprêtait à jouer face à Anderson, un joueur qui était une référence du tennis australien. Du coup, bref, il fait sa petite vie à Boston et entre deux entraînements, il se balade dans les rues avec les joueurs de l'équipe de France et surtout Pierre Gilou, le capitaine de l'équipe de France. Soudain, René Lacoste va s'arrêter devant une boutique d'articles de voyage et il va craquer sur une mallette en peau de crocodile. Il va donc décider de lancer un pari à Pierre Gilou en disant « Si je gagne le match, vous m'offrez cette mallette ». Le pari est lancé, Pierre Gilou lui dit que s'il gagne face à Anderson, il lui offrira la mallette. Quelques jours plus tard, avant le match, cette histoire, elle est racontée à un journaliste de Boston qui s'appelle Georges Carins. Et clairement, cette histoire-là, elle plaît aux Américains, ce côté ambition, défi, tout ça, ils adorent. Par contre, ironie du sort, les Français, ils parviennent pas du tout à battre Anderson. Mais le lendemain du match, Georges Carins, il va quand même écrire là-dessus en disant « Le jeune Lacoste n'a pas gagné sa valise en peau de crocodile, mais il a lutté comme un vrai crocodile. » Et ni une ni deux, René Lacoste commence à être surnommé l'alligator, un surnom qui, en France, deviendra le crocodile. Et quelques années plus tard, en 1927, Robert Georges, un sportif mais aussi un ami de René Lacoste, il va dessiner sans le savoir le tout premier logo Lacoste, un crocodile à la gueule grande ouverte que René Lacoste va d'abord arborer sur un blazer. La marque Lacoste n'est même pas encore lancée à cette époque, mais le crocodile, lui, il est déjà là. Et voilà pourquoi le logo Lacoste est un crocodile. Ça y est, ce nouvel épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a appris plein de choses. Surtout, raconter des petites anecdotes mode, c'est vraiment ce que je préfère faire. Évidemment, j'en ai plein d'autres en stock, donc n'hésitez pas à me dire si une deuxième partie de cet épisode pourrait vous intéresser. Comme ça, je le mets sur ma to-do list de l'année. Merci infiniment d'être là et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.